Bienvenue à toi dans ce thème numéro 4. Quels sont les modes de financement de l'activité économique du programme de première STMG en économie? Et dans cette vidéo, on va voir les deux chapitres du thème, à savoir le 1, la situation des agents économiques, qui est très rapide, et le deuxième, les modalités de financement de l'activité économique. Alors, s'il te plaît, avant de commencer, portable, mode avion, les potes, on les oublie. T'inquiète, il va pas se passer un truc de fou d'ici à la fin de la vidéo. Simplement, tu peux comprendre plein de choses et ça peut t'aider pour ton évaluation, pour le bac et pour tout. Donc, donc n'hésite pas à passer ce temps avec moi et je vais essayer de rendre ça le plus ludique et accessible possible. Je vais aller à l'essentiel, d'accord? Même si, encore une fois, la vidéo va être un petit peu bah, je vais essayer d'être complet quand même, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel également. Si ça t'a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit j'aime, tout, d'accord? Tu fais tourner ça à toute ta classe. Et puis, ben, c'est parti. On va d'abord parler de la situation des agents économiques. Si tu ne sais pas ce qu'est un agent économique, regarde cette vidéo dans laquelle j'ai absolument tout expliqué sur le sujet. Et donc, on va voir ensemble qu'il existe une situation en fonction des agents économiques. Donc, en fait, il faut qu'on voit deux choses maintenant. C'est la capacité de financement et le besoin de financement. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, on a des agents qui ont une capacité de financement et on a des agents qui ont un besoin de financement. Je te donne un exemple très concret, très simple à comprendre. Tu vas en vacances avec un copain, d'accord, tu as travaillé et tu as réussi à mettre de côté 1000 euros pour tes vacances, ok? Ton copain, il a 200 euros seulement. Bah toi, en fait, tu vas pouvoir l'aider pendant les vacances et bah, lui, il te rendra l'argent plus tard, ok? Voilà, exemple très simple. Toi, tu as une capacité de financement, c'est-à-dire que ton épargne, ce que tu as de côté, elle est supérieure à ton besoin d'investissement, à ce que tu vas faire. Là, en l'occurrence, tu vas investir dans des vacances, d'accord? C'est un investissement. Donc, toi, tu es en capacité de financement, ok? Je vais te mettre en orange. C'est-à-dire que ton épargne, elle est supérieure à ton investissement. Par contre, ton copain, il a en besoin de financement, c'est-à-dire que l'épargne, elle est inférieure à l'investissement. Pourquoi? Parce que, on va le mettre en rouge, hein, comme ça sera très clair. Pourquoi? Parce qu'il a moins d'argent de côté que le prix de son investissement. Tu vois, il lui faut 1000 euros pour aller en vacances. Là, il a que 200 euros. Tu vois, donc toi, tu vas lui prêter un petit peu. On va dire qu'il lui faut 500 euros. Et toi, il te faut 500 euros aussi. Tu as 1000 euros, donc tu peux lui prêter de l'argent. D'accord? Et donc, la capacité de financement et le besoin de financement, c'est ça. C'est la différence entre l'épargne et l'investissement. Lorsque mon épargne est supérieure à mon investissement que je souhaite réaliser, je suis en capacité de financement. Lorsque mon épargne est inférieure à l'investissement que je souhaite faire, alors on considère que je suis en besoin de financement. Et en fait, si tu veux, les agents à capacité de financement, ils vont prêter aux agents à besoin de financement et les agents de financement, à besoin de financement, pardon, ils vont emprunter. Donc entre les deux, tu as un système de prêt et d'emprunt. C'est-à-dire que lui, là, il va prêter à lui, ok, et lui, il va emprunter à lui, d'accord? C'est équivalent, ok? Et en fait, si tu veux, lorsque on considère un petit peu tu vois, d'un point de vue macroéconomique, l'économie nationale, on considère qu'on a des agents qui sont, comment dirais-je, euh, qui sont plutôt en capacité de financement et on a des agents qui sont plutôt à besoin de financement, d'accord? Et encore une fois, on parle d'un point de vue général et structurel. Donc, si tu veux, les agents à capacité de financement, on va considérer que ce sont les ménages qui globalement ont une épargne qui est supérieure à leur investissement, qui vont le mettre en banque et qui ont justement un excédent en fait de financement, qui ont une épargne pour permettre aux autres de financer leur investissement, tandis que les agents à besoin de financement
On va considérer plutôt que ce sont les entreprises qui sont à besoin de financement et qui ont besoin toujours de recourir à l'emprunt pour financer leur investissement. D'accord? Donc d'un point de vue macroéconomique, on considère que les, euh, les, euh, les, euh, les ménages sont en capacité de financement, tandis que les entreprises, on considère qu'elles sont à besoin de financement. Ça ne veut pas dire que les ménages n'empruntent pas et ça ne veut pas dire que les entreprises ne financent pas. Mais d'un point de vue global, on considère que les ménages sont à capacité de financement et que les entreprises sont à besoin de financement. Alors, tu sais, ton ami, là, tu vois, toi, par exemple, tu peux financer tes vacances, ok? Et une entreprise, parfois, elle peut financer ses investissements. Et bien en fait, si tu veux, il y a plusieurs types de financement. Tu vois, il y a plusieurs manières de financer ces investissements. Et on va aller voir ensemble maintenant. Donc on va voir ensemble les différents modes de financement. Ok? Alors, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, toi, tu pars en vacances. Ok, tu pars en vacances, tu n'as pas besoin comment dirais-je, d'emprunter, tu as de l'épargne qui est disponible, d'accord? Et ben on va appeler ça de l'autofinancement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ton épargne, les sommes que tu as épargnées, elles permettent de faire l'investissement que tu as décidé de faire, ok? Et donc ça existe aussi bien pour les entreprises que pour les ménages finalement. Donc le premier mode de financement, c'est l'autofinancement, c'est lorsque je n'ai pas besoin de recourir à un financement externe. L'entreprise, par exemple, elle va avoir des ressources disponibles et grâce à ces ressources disponibles, elle va pouvoir investir dans de nouvelles machines, embaucher des employés, etc. etc. Et les ménages, c'est un petit peu pareil avec l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Par contre, on a un deuxième type de financement, c'est ce qu'on appelle le financement externe. Et le financement externe, il est divisé en deux catégories. Lui-même, ce financement-là, il est divisé en deux catégories qu'on va voir ensemble. Et en gros, si tu veux, le financement externe, c'est lorsque tu dois aller vers l'extérieur pour pouvoir te financer. Par exemple, ton ami qui te demande à toi, il doit demander à quelqu'un d'extérieur pour financer ses vacances. D'accord? On va essayer de comprendre ça ensemble avec le monde des entreprises et des ménages, mais tu verras qu'on a deux types de financement. On a le financement direct, le financement externe, direct, ou le financement externe indirect. Ok, donc on a deux types de financement. Donc je te les mets ici. On a le financement externe direct et le financement externe indirect. Et tu vas voir que ce sont des choses très très simples ensemble. Et je vais t'expliquer ça avec des exemples concrets. Donc on va voir ensemble tout d'abord le financement externe direct. Ok? Hop. Donc on va voir ensemble le financement externe direct. C'est parti. Alors, en fait, si tu veux, le financement externe direct, c'est l'idée d'aller sur des marchés financiers pour financer son investissement. Tu sais, aujourd'hui, il y a plein d'applications. Je sais qu'il y a de plus en plus d'élèves qui s'intéressent notamment à l'investissement en bourse, etc., au trading, ce genre de choses. Donc, si tu as déjà entendu parler de ça, tu vas voir que c'est très simple de comprendre ça. En fait, si tu veux, le financement externe direct, c'est le fait d'aller sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent ou en offrir, tu vois, en prêter, ok? Soit tu vas aller sur les marchés financiers pour prêter de l'argent, soit tu vas aller sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça direct. Tu comprendras pourquoi on appelle ça direct et l'autre, tu comprendras pourquoi on l'appelle indirect. Mais en gros, le financement externe direct, ça se passe sur les marchés financiers. Et en fait, tu as les agents à capacité de financement qui vont prêter aux agents à besoin de financement. D'accord? Donc on a dit les agents à capacité de financement, tu te souviens, globalement ce sont les ménages. Et il y a les agents à besoin de financement, on a dit globalement ce sont les entreprises qui vont emprunter de l'argent. Mais comment ça se passe pour emprunter de l'argent? Je t'explique. En fait, sur les marchés financiers,
tu as ce qu'on appelle des titres et des capitaux. Donc, ça, ce sont deux termes nouveaux. Donc, tu as des titres et des capitaux. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on va échanger des titres et on va échanger des capitaux. Moi, par exemple, tu vois, les capitaux, c'est de l'argent, hein, tout simplement. Moi, par exemple, tu vois, je suis un ménage, je vais sur le marché financier et je vais offrir des capitaux à une entreprise qui a besoin de financement. Et cette entreprise, en échange, elle va me donner des titres. Donc, je répète, moi, en tant que ménage, je vais offrir des capitaux et les entreprises, elles vont me donner en échange des titres. D'accord? Donc, ici, on va offrir des capitaux et eux, en échange, ils vont nous donner des titres sur les marchés financiers. Et en fait, on va voir à quoi servent les titres finalement. Et encore une fois, ça, tu peux le faire avec ton smartphone. Hein. Moi, je ne vais pas faire la pub de certaines applications, mais il y a même des banques qui permettent ça. Enfin non, on oublie ce que je viens de te dire, on parle d'application. Mais aujourd'hui, tu peux, avec une application, aller sur un marché financier, prêter de l'argent à une entreprise, et cette entreprise, en contrepartie, elle te donne des titres. Et on va voir ensemble à quoi servent les titres et quels sont les différents titres qu'on peut trouver. Donc imagine, tu es sur le marché des capitaux et il y a une entreprise qui a besoin de l'argent, qui veut financer un investissement. Et une entreprise, elle dit, j'ai besoin de, je sais pas moi, de 10 000 euros. Bon, c'est très peu, hein, d'habitude c'est beaucoup plus que ça, mais elle a besoin de 10 000 euros. Et en fait, toi tu vas dire, bon, moi je peux pas prêter 10 000 euros complètement, mais je vais prêter 1 000 euros à l'entreprise. Donc toi, tu vas prêter 1 000 euros. Et en échange, l'entreprise, elle va te donner un titre qui prouve que tu as prêté 10 000 euros, que tu as prêté 1 000 euros à l'entreprise. Et donc, l'entreprise pourra financer son investissement. Et donc, si tu veux, ça, c'est un exemple sur le marché des capitaux, comment ça se passe. L'entreprise est là, elle a besoin d'argent, tu lui donnes de l'argent, elle te donne des titres en retour. Et il existe deux types de titres. Il existe, donc, en termes de titres, on a deux types de titres. On a soit les actions ou les obligations. C'est-à-dire que l'entreprise, en contrepartie, elle va te donner soit une action, soit une obligation. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Je t'explique. Une action, en fait, c'est un titre de propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu possèdes une part de l'entreprise. Lorsque tu as une action, ça veut dire que tu es propriétaire, tu es un actionnaire de l'entreprise. Donc, une partie de l'entreprise t'appartient. Et donc, ça te donne droit à deux choses. Ça te donne droit à ce qu'on appelle des dividendes, c'est-à-dire que l'entreprise, à la fin de l'année, lorsqu'elle fait des bénéfices, tu as une partie qui te sera octroyée, ce qu'on appelle des dividendes, d'accord? C'est une part du bénéfice annuel de l'entreprise. Et tu as aussi un droit de vote. C'est-à-dire qu'en fonction, de l'importance du poids que tu as, plus tu possèdes une grande part de l'entreprise, plus ton vote est important. Mais en gros, tu peux voter sur la direction que prend l'entreprise. L'entreprise a tel projet, je vote pour ou je vote contre, etc., etc. Et donc, les actions, c'est un titre de propriété de l'entreprise. D'accord ? Et donc, toi, tu possèdes une part du capital de l'entreprise. Ok ? Donc ça, c'est le premier type de titre que tu peux avoir sur le marché financier lorsque tu vas permettre à une entreprise d'avoir tes capitaux. En contrepartie, elle peut te donner une action. Ou alors, elle peut émettre ce qu'on appelle des obligations. Et les obligations, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un titre de créance. En gros, une créance, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un me doit de l'argent, moi, je suis le créancier, d'accord? Lui, c'est l'emprunteur et moi, je suis le créancier. En gros, c'est un titre de créance, c'est quoi? C'est une créance qui a été émise suite à l'emprunt par une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va émettre de l'argent. Elle va émettre une obligation sur le marché financier. Elle va dire, voilà, j'ai besoin d'autant d'argent. Toi, tu vas prendre une partie de l'obligation. Et donc, ça va te donner droit à plusieurs choses. Ça va te donner droit, premièrement, à un intérêt. C'est-à-dire que chaque année, tu auras un intérêt fixe parce que tu lui as prêté de l'argent, un petit peu comme une banque, si tu veux. Et tu auras le droit aussi au remboursement de
ce que tu lui as donné. Donc, on a deux types de titres. Soit l'entreprise va émettre des actions et donc elle accepte que tu puisses avoir une partie du capital de l'entreprise et donc que tu aies un droit de vote et des dividendes, ou alors elle va dire simplement moi je vais des obligations, c'est-à-dire je veux emprunter de l'argent et pour ça je vais payer un intérêt. D'accord? Donc ce sont les deux titres que tu peux avoir sur le marché financier. Et l'entreprise a le choix, hein. Soit elle décide d'émettre des actions, soit elle décide d'émettre des obligations. Et toi tu as le choix aussi, tu es peut-être plus attiré par les actions que par les obligations, etc. Mais voilà quels sont les titres qui sont émis sur le marché financier. Et également, tu vois, y a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'entreprise, elle peut se dire, bon, moi, j'ai besoin d'argent, ok, mais je veux garder quand même, comment dirais-je, une certaine puissance, un certain droit de regard sur mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise et je ne veux pas donner le pouvoir de décision à d'autres personnes. Dans ce cas-là, peut-être que je vais plutôt me tourner vers des obligations. Alors qu'une entreprise peut se dire « Ah non, moi les intérêts ça coûte trop cher », dans ce cas-là, je vais plutôt émettre des actions. Donc après, c'est des choix à faire, tu vois, mais sur le marché financier, tu vas trouver ces deux titres-là, d'accord? Et en l'occurrence là, clairement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est entre toi et l'entreprise directement. Et c'est pour ça qu'ici, on parle de financement externe. Donc, ce n'est pas de l'autofinancement. Tu vois, tu es à l'extérieur de l'entreprise. Tu appelles d'autres personnes. Et c'est direct. C'est toi et la personne qui va émettre le capital. Qui va émettre, qui va payer pour avoir un titre quel qu'il soit. Ok, donc, le financement direct, je n'ai pas d'intermédiaire. C'est l'entreprise et la personne qui, l'agent à capacité de financement, d'accord? Et le ménage, ok? Directement, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Ok? Donc voilà, maintenant, juste une chose, vu qu'on est sur le marché financier, avant de passer au financement externe direct, on va parler rapidement sur le marché financier. Tu as deux types de marchés, d'accord? Le marché financier est organisé en deux marchés, sous-marchés, si je puis dire, en deux compartiments, voilà, on va dire ça comme ça. On a le marché primaire plus le marché secondaire. Pour être très simple, comme ça au moins tu as cette notion-là, tu vois, mais c'est rien compliqué. Lorsque une entreprise va émettre de nouveaux titres, que ce soit des obligations ou des actions, peu importe, ça va se faire sur le marché primaire. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise dit « Oyez, je vais émettre 10 actions à autant » ou « Oyez, j'émets autant d'obligations, etc. » Ça se passe sur le marché primaire. Le marché secondaire, en gros, c'est le marché de l'occasion où les titres déjà émis vont pouvoir s'échanger. Parce que toi, quand tu as un titre, tu peux le vendre à d'autres personnes, tu vois, tu peux le vendre à d'autres agents, tu peux en faire ce que tu veux un petit peu. Et ça se passe sur le marché secondaire. Donc en gros, le marché primaire, si tu veux, c'est le marché du neuf, et le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion. C'est-à-dire que quand une entreprise émet de nouveaux titres, ça se passe exclusivement sur le marché primaire. Par contre, lorsque des agents veulent échanger, acheter, vendre, peu importe, des titres déjà émis, ça se passe sur le marché secondaire. C'est un petit peu comme ce que tu vois à la bourse, quoi, quelque part. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Donc, on récapitule rapidement cette partie-là. On a différents types de financement. On a l'autofinancement, c'est lorsque l'entreprise ou le ménage se finance sans avoir besoin d'emprunter. Par contre, lorsqu'il y a un emprunt, lorsque j'ai besoin d'aller vers l'extérieur, lorsque je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir financer mon investissement, je vais recourir au financement externe. On a d'abord le financement externe direct qui se passe sur les marchés financiers directement. Et dedans, tu as deux types de titres. Tu as soit les actions ou les obligations. Et on a deux compartiments dans le marché financier. C'est le marché primaire, le marché du neuf et le marché secondaire. Maintenant que c'est dit, on va passer au financement externe indirect. Alors, le financement externe indirect, en gros, pourquoi on appelle ça indirect? Parce qu'il y a un intermédiaire. Il y a un intermédiaire entre les prêteurs, donc c'est-à-dire les agents à capacité de financement, et les emprunteurs, c'est-à-dire les agents à besoin de financement. Il y a un intermédiaire entre les deux. Et l'intermédiaire, je te laisse deviner qui c'est. Ce sont les banques. L'intermédiaire, en fait, ce sont les banques. D'accord? C'est-à-dire que lorsque tu vas dans une banque
et que tu poses ton argent, ton épargne, ou alors que tu vas emprunter de l'argent, on parle de financement externe indirect. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est qui? C'est les banques. Ok, ce sont les banques. Donc, en gros, tu vois, je te la fais simple, mais tu as les agents à capacité de financement, ils ont une épargne, ils vont la déposer en banque, et les banques ne pensent pas qu'elles vont laisser cet argent-là. Absolument pas. Elles vont la prêter, elles vont accorder des crédits aux agents à besoin de financement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les ménages, lorsqu'ils mettent leur argent à la banque, cet argent ne reste pas là. Elle est prêtée aux agents à besoin de financement sous forme de crédit. Ils vont faire travailler cet argent, si tu préfères. Okay, et justement, le crédit, ils vont accorder des crédits. Et le crédit, ça a un prix. Il ne faut pas croire que le crédit, c'est gratuit. Le crédit a un prix. Et ce prix-là, on appelle ça le taux d'intérêt. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais le crédit a un prix, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Et en fait, le taux d'intérêt, si tu veux, c'est en gros le service payé pour le prêt. C'est-à-dire que, en gros, la banque, elle ne va pas te prêter de l'argent gratuitement. Elle va appliquer un taux d'intérêt, et c'est pareil sur les marchés financiers. Lorsqu'une entreprise émet des obligations, il y a un taux d'intérêt. Les gens ne prêtent pas gratuitement. Le prêt a un coût, et ce coût-là, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. On ne va pas mettre un prix, on va mettre un coût, c'est plus juste. Hop. Voilà, ce sera même meilleur comme ça. Donc le crédit a un coût, et c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Et pourquoi les banques pratiquent un taux d'intérêt? Parce qu'elles prennent un risque finalement. Elles prennent un risque à payer, à prêter de l'argent. Peut-être que l'agent a besoin de financement, il ne va pas pouvoir rendre finalement l'argent. Et donc, la banque prend un risque. Et c'est ce risque qui prend la forme d'un taux d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que voilà, il y a des intérêts lorsqu'on prête de l'argent à des banques. Ok? Et tu sais, les banques, elles ont parfois besoin de se refinancer. C'est-à-dire que les banques aussi, parfois, ça peut arriver qu'elles n'aient plus d'argent à prêter. Et donc, elles-mêmes, elles ont besoin de se refinancer. Et donc, pour se refinancer, il y a une banque qui a un rôle très particulier, qui est, si tu veux, au-dessus de toutes les banques, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle la banque centrale. Et en Europe, tu as peut-être entendu parler de la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. Alors la Banque Centrale Européenne, ou la Banque Centrale tout court, c'est une banque qui est très particulière. C'est une institution finalement. Alors dans la zone euro, c'est la Banque Centrale Européenne, qui a sa charge la politique monétaire de toute la zone euro, d'accord? Et, on va mettre ça en bleu. Et en fait, si tu veux, c'est elle qui gère la politique monétaire de tous les pays, des pays de la zone euro. La politique monétaire, en gros, pour faire simple, c'est comment on agit sur l'offre de monnaie dans un pays. C'est-à-dire que comment je gère la circulation de la monnaie dans un pays. C'est-à-dire toute la monnaie, toute la masse monétaire, ce qu'on appelle la masse monétaire, qu'il y a en circulation dans un pays ou alors dans une zone. En l'occurrence, là, la zone euro, c'est tous les pays qui ont accepté d'utiliser l'euro comme monnaie. D'accord? Et donc, la Banque centrale, elle a un rôle assez particulier, c'est qu'elle doit, donc elle va refinancer les banques, d'accord? Donc, elle va contrôler la masse monétaire dans ces pays-là, c'est-à-dire comment dirais-je, la totalité de la monnaie en circulation dans ces pays-là. Donc la monnaie en circulation. Et elle va également essayer de contrôler l'inflation dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'elle va faire attention à la stabilité des prix. D'accord? C'est vraiment un objectif qu'elle a. Donc elle a deux objectifs majeurs, à savoir, comment dirais-je, contrôler la monnaie en circulation et assurer la stabilité des prix. Ok? Lorsque les banques n'ont plus d'argent,
elles vont faire toc-toc à la Banque Centrale Européenne pour se refinancer. C'est-à-dire que c'est une banque qui permet de créer de l'argent. Les banques commerciales comme, je sais pas moi, BNP, Société Générale et j'en passe, n'ont pas le pouvoir de créer de l'argent. Ils ne peuvent pas faire ça. Par contre, ils peuvent aller voir la Banque Centrale qui, elle, a ce pouvoir-là de créer de l'argent. Et donc, elles vont pouvoir se refinancer pour octroyer des crédits. Donc, il se passe un truc, c'est que la Banque Centrale, elle applique aussi un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt, on l'appelle le taux directeur. Le taux d'intérêt de la Banque Centrale, on l'appelle le taux directeur. Et en fait, si tu veux, le taux directeur, c'est le taux auquel les banques vont emprunter à la Banque centrale. C'est-à-dire que les banques commerciales, lorsqu'elles vont emprunter de l'argent à la Banque centrale, elles vont, elles aussi, payer des intérêts. Et du coup, ça a une influence directe sur le crédit. Je t'explique pourquoi. Imagine. Donc, le taux directeur, il est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les banques commerciales, ça coûte pas cher. Donc, pour les banques commerciales, le crédit est peu cher. Okay, ça veut dire que le crédit, puisque le taux directeur, le taux d'intérêt auquel les banques commerciales vont emprunter à la Banque centrale, si ce taux-là, il est faible, ça coûte moins cher aux banques commerciales d'emprunter. Donc, le crédit, il est peu cher. Donc, elles vont plus facilement octroyer des crédits. Pourquoi? Parce que ça va coûter moins cher aux ménages d'emprunter, bien évidemment. Et donc, les ménages vont plus facilement emprunter. Donc, lorsque le taux directeur est faible, les banques commerciales vont davantage emprunter. Donc, le crédit à la consommation, il va coûter moins cher. Donc, ils vont pouvoir octroyer des crédits aux ménages et les ménages vont emprunter. Lorsque le taux directeur est élevé, forcément, les banques commerciales vont moins emprunter. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent. Et donc, donc le crédit, il est cher et elles-mêmes, elles vont octroyer moins de crédit. Pourquoi? Parce que forcément, ça leur coûte plus cher. Et donc, les ménages vont moins emprunter. Ici, des ménages qui empruntent plus, tu le sais, ça favorise la consommation. Ici, ça va freiner la consommation. Simplement, il faut comprendre un truc et je terminerai par ça. Lorsque dans une économie, je te résume ça vraiment simplement. Lorsque dans une économie, la masse monétaire augmente, cela crée de l'inflation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait se dire là, oui, mais attends, autant mettre un taux directeur faible. Comme ça, les banques commerciales, elles vont emprunter davantage. Leur crédit, ça leur coûte pas cher. Donc, elles vont donner plus de crédit aux ménages vu qu'elles, ça leur coûte pas cher. Elles vont donner des crédits aux ménages à taux faible puisqu'elles n'ont pas beaucoup de coûts à supporter. Et donc, les ménages, ils vont consommer. Et donc, ça va être bon pour la croissance, etc., etc. Sauf que, mais si les banques la Banque centrale crée de l'argent, ça va augmenter la masse monétaire. Et lorsque la masse monétaire augmente, sans augmentation de la production, mais ça je fais une parenthèse, ça va créer de l'inflation. C'est pour ça que la Banque centrale fait attention quand même à son taux directeur. Parce que ça peut être très simple. On a eu des situations où la Banque centrale avait un taux même négatif parfois. Enfin, on a vu des mesures qui étaient assez incroyables. Mais simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le taux directeur est faible, les banques commerciales vont davantage emprunter parce que le crédit, ça leur coûte pas cher. Donc, elles vont octroyer plus de crédit aux ménages parce que ça leur coûte pas cher d'emprunter de l'argent. Ok, ça favorise la consommation. Très bien. Sauf qu'on peut se dire, la Banque centrale, elle a qu'à mettre son taux directeur très faible et c'est plié. Sauf que si elle met son taux directeur très faible, il y aura plus
d'argent dans l'économie. C'est logique. Et s'il y a plus d'argent dans l'économie, ça crée de l'inflation. Donc il faut faire attention à ça. Par contre, ici, ça freine la consommation, mais il y a moins d'argent dans l'économie. Et donc, ça va freiner l'inflation. Et donc, si tu veux, la Banque centrale est partagée entre ces deux objectifs. D'un côté, bien évidemment, qu'elle veut soutenir les banques et elle veut créer de la croissance, favoriser la consommation et l'investissement. Mais en même temps, si elle fait ça à tout va, ça va créer de l'inflation. Et donc, elle est partagée entre ces deux objectifs-là. Donc, il ne faut pas perdre de vue que dans une économie, lorsque la masse monétaire augmente, cela crée de l'inflation. Et d'ailleurs, on peut faire clairement un lien avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est en train de payer finalement les politiques qu'on a connues au préalable pour soutenir les marchés financiers avec des taux directeurs très très faibles. Et aujourd'hui, si on a une augmentation des prix, c'est aussi à cause de ce phénomène-là. Donc voilà pour la banque centrale. C'est la banque auprès de laquelle viennent se refinancer les banques commerciales pour octroyer des crédits à leurs clients. Et on récapitule tout ce qu'on a vu maintenant. Alors, tout d'abord, on a vu la différence entre la capacité de financement et le besoin de financement, entre le rapport entre l'épargne et l'investissement. On a vu que globalement, les ménages sont des agents à capacité de financement alors que les entreprises sont des agents à besoin de financement. On a vu différents modes de financement. On a vu d'abord l'autofinancement. Ensuite, on a vu le financement externe qui était divisé en deux. Le financement externe direct sur les marchés financiers entre les entreprises et les agents, ou l'État même, et les agents à capacité de financement avec les titres, actions et obligations. On a vu les différentes les implications de chacun des titres. On a vu le marché primaire et le marché secondaire. Et on a vu le financement externe indirect. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intermédiaire, à savoir la banque. On l'appelle aussi le financement externe intermédiaire. On l'appelle aussi comme ça. Intermédiaire. Allez, bichon. On a vu l'intermédiaire, c'était la banque. Et on a vu également que le crédit avait un coût, ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Puis on a parlé de la banque centrale qui gère la politique monétaire des pays dont elle a la charge. On a vu qu'elle avait deux objectifs, contrôler l'inflation et contrôler la masse monétaire. Et on a vu l'utilité du taux directeur, c'est le taux d'intérêt qu'elle pratique auprès des banques commerciales pour pouvoir se refinancer. Et on a vu le mécanisme du taux directeur, l'implication d'un taux directeur faible et l'implication d'un taux directeur élevé. Et enfin, on a vu sa résultante, si je puis dire, sur l'inflation. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à regarder cette vidéo encore à tête reposée, à remettre des passages en pause, etc. à revenir. La répétition favorise la compréhension, bien évidemment. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un abonnement et faire tourner à toute ta classe. Et d'ici là, porte-toi bien. Bon courage si tu as une évaluation, si tu as le baccalauréat. Et moi, je crois en toi. À très bientôt. Bye bye.